Déjà, pour ce qui est de la forme, pour commencer, Maître Guy Evekam, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Alors, je dois dire que c'est difficile, n'est-ce pas, de suivre un tel discours et puis rester indifférent. J'ai vu en fait la solennité des temps difficiles que notre pays traverse, et il y a quelques éléments qui retirent l'attention du point de vue de la forme. Et moi, je voudrais bien retenir la fin de son discours: la patrie ou la mort, nous vaincrons. On sait bien que ce n'est plus la devise de notre pays, et je pense que pour un militaire, donner ça aujourd'hui dans son discours avec toute la solennité, il y a quand même un élément fort. Vous savez, on dit chez nous, un homme n'a pas de queue, c'est avec sa bouche qu'on l'attrape. Le colonel Damiba a dit beaucoup de choses, et je pense que c'est une feuille de route sur laquelle il pourra être jugé. Et pour dire franchement, moi j'aime lorsque quelqu'un parle, qu'il prenne des engagements. Il a pris des engagements fermes, et donc on va apprécier, on va le juger au pied du mur en espérant que le fond soit exact que ce qu'il a dit aujourd'hui. Alors nous reviendrons bien sûr sur les engagements qui ont été pris. Alors Claude Aimé Tassambedo, quelle est votre analyse à vous? Alors à la suite de Maître Kam, je pense que ce que j'ai surtout apprécié, c'est un peu la stature du soldat. Et il est resté vraiment dans une prudence, en tout cas avec des engagements très concis. Il est parti sur un état de fait. Il ne s'est pas dispersé. Il sait qu'aujourd'hui c'est la question sécuritaire, et à partir de cela, il s'est engagé pour essayer de mettre les choses en ordre afin de chercher l'adhésion et l'union des Burkinabés pour ces défis majeurs. Et il ne s'est pas livré à un discours comme on a l'habitude de le voir, mais il a voulu être un peu ferme vers la fin en disant qu'il sera intraitable sur tous ceux qui viendront pour Maître Kam l'a dit subtilement. La patrie ou la mort n'est plus la devise de beaucoup de gens dans ce pays. C'est quoi? C'est la poche qui intéresse beaucoup de gens, et je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, plus ou moins substantiellement. Maintenant, on verra jusqu'où il pourra aller, surtout lorsqu'il ouvre une fenêtre pour dire qu'il faudra qu'il consulte les forces vives. C'est peut-être là-bas qu'on aura beaucoup de choses à dire éventuellement si le débat se poursuit. Bien sûr que le débat se poursuivra. Pour revenir à cette adresse à la nation, il faut rappeler que le président du MPSR a rappelé les circonstances de la création de ce mouvement patriotique. Il a également rendu hommage aux martyrs qui sont tombés pour la défense de la nation et adressé ses compassions aux familles. Nous retiendrons également qu'il a décliné l'agenda du MPSR, celui de sauvegarder le peuple burkinabé et la refondation de la nation. Maître Guy Evekam. Alors ça tombe bien, parce que lorsque le nom du mouvement a été lancé, beaucoup de Burkinabés se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui devait être restauré. Et je pense qu'il a dû entendre, n'est-ce pas, ces critiques-là. Et il a donc précisé que l'agenda, c'est vraiment donc la sauvegarde du peuple, parce qu'il y a aussi le mot sauvegarde, et la restauration. Si ce sont ces deux éléments-là, on ne peut pas être burkinabé et dire qu'on ne comprend pas. Donc, je pense que ce discours sur ces points-là, en fait, ce sont en réalité des engagements, des clarifications qui ont été faites, parce que depuis le 24, je dois dire que, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de personnes, nous attendions en réalité de savoir qu'est-ce que le MPSR
voulait proposer au peuple burkinabé. Parce que la suite du coup d'État montre que dans l'état d'insatisfaction dans lequel se trouvait le peuple burkinabé, il était prêt à confier son destin à des patriotes. C'est pour ça que la population n'a pas contesté le coup d'État. Mais ne pas contester le coup d'État ne voulait pas dire donner un chèque en blanc. Donc il fallait maintenant que l'on nous propose en sorte une lettre de mission. Donc moi je considère dans ce discours un certain nombre d'éléments comme des lettres de mission que le MPSR propose au peuple burkinabé. Donc il dit, nous voulons sauvegarder le peuple, nous voulons restaurer, ce sont ces deux éléments que vous avez dit. Il y a d'autres éléments, mais je voulais m'arrêter sur ces deux éléments que vous avez évoqués, qui sont des premiers points de la proposition du MPSR et qui sont des propositions qui, comme il a dit, doivent pouvoir rencontrer l'assentiment de tous les patriotes de ce pays. Et il a très bien insisté sur le mot consensuelle et inclusive, des décisions consensuelles et inclusives. Est-ce que Aimé Tassambédo a également perçu cela? Tout à fait. C'est justement le deuxième axe de ma réflexion. Quand je disais qu'il dit qu'il va consulter toutes les forces vives et puis arriver à un consensus pour aboutir sur une feuille de route. Donc je le voyais venir sur ce terrain. Et il a dit qu'il a déjà consulté, je pense, les anciens qui étaient en fonction. Et il a déjà contacté d'autres personnes. Et c'est là peut-être qu'il faudra qu'on arrive à faire vraiment une bonne analyse de ce qu'on appelle force vive et consensuelle. Et on ne peut pas souvent aller au consensus sur tous les points, mais sur l'essentiel, on doit pouvoir se retrouver. Et franchement, aujourd'hui, l'essentiel, c'est la sauvegarde, il a bien dit, du peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a une désagrégation. Je pense qu'il campe un peu par rapport à l'histoire. Sauvegarder, ça veut dire quelque chose a été perdu quelque part et, si vous voulez, l'insurrection avait apporté une attente. Et vous voyez, c'est un peu ça même qui avait fondé mon engagement. C'est-à-dire les attentes ont été quelque part trahies. Et chaque fois il est revenu, il a dit depuis 6 ans. C'est-à-dire c'est depuis l'arrivée du président Roch Marc Christian Kaboré. Donc, qu'est-ce que le peuple a vécu pendant tout ce temps-là? C'est ça, qu'est-ce que le peuple a vécu? Et qu'il soit remonté jusqu'à ce qu'on puisse vouloir penser la sauvegarde. Et la refondation de la nation, ça c'est expressément clair. Comment peut-on être aussi silencieux quand progressivement tout le territoire est en train d'être pris progressivement et que nous nous retrouvions avec près de 2 millions environ de déplacés et tout, et que manifestement, on ne voit pas chez les responsables une sorte d'énervement, un sursaut de dignité, quoi. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il... C'est ces deux questions-là. Moi, je pense qu'on peut y arriver à un consensus. Maintenant, et le consensuel, j'ai dit, il ne faut pas souvent perdre trop le temps avec beaucoup de forces parfois qui ne sont tout simplement que des relais qui nous ont fait suffisamment perdre le temps jusqu'à aujourd'hui à discuter avec beaucoup de gens dont on sait vont être agrippés à des avantages qu'ils sont en train de perdre et essayer d'aller un peu dans certaines discussions. Donc il faudra là, je l'attends un peu pour qu'il définisse voilà, ce domaine-là. La mise en garde a été assez claire. Il a dit qu'il met en garde ceux qui ne vont viser que des intérêts égoïstes. Oui, mais c'est la subtilité ici. Comment déceler ça immédiatement, puisque nous avons vu avec notre expérience passée de la transition, ce qui est advenu de cette transition. Et d'ailleurs, c'est vraiment... c'était la désolation. Et je pense que c'est surtout ça que je tiens, moi, pour un peu d'inquiétude.
moi, je ne voudrais pas qu'on s'ouvre à une sorte de large consultation. Je crois qu'ils ont pris conscience de ce qu'il y a véritablement. Il y a des forces endogènes qui ont été là, qui ont accompagné cette insurrection-là. Ils sont au courant. Ils ont, entre autres, une histoire, ces soldats-là. Et je pense que mais est-ce qu'on peut aller vers une refondation sans tenir compte des avis? Oui, moi j'ai vu déjà beaucoup de gens qui ont commencé à se porter volontaires pour le conseil. Vous voyez, c'est ça mon inquiétude. Donc il faudra qu'on aille rapidement. Le consensuel doit avoir des limites dans le temps et dans les hommes. Moi je pense. Rapidement une réaction par rapport à cela. Écoutez, moi, j'ai souvent peur de ça, de la recherche effrénée de consensus. Et ce qui est bien pour notre pays, c'est que nous ne venons pas de nulle part. Nous avons vécu une expérience qui était encore meilleure à ce qui se présente aujourd'hui. En 2014, ce n'était pas un coup d'État, c'était une insurrection populaire. On pouvait s'attendre à ce que le plus rien ne sera comme avant, soit vraiment la donne la plus partagée dans la population burkinabé. On s'est rendu compte qu'en voulant coûte que coûte obtenir l'inclusivité et le consensualisme, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a permis aux loups de rentrer dans la bergerie parce qu'il se trouve qu'on a une classe politique moribonde, mais qui refuse de mourir, qui a infesté la transition. Mais est-ce que le contexte n'est pas différent? Insurrection, justement, transition, le contexte est différent. Et aujourd'hui, il y a des officiers qui ont pris l'initiative de faire un coup d'État et nous avons condamné ce processus comme mode de prise de pouvoir. Ceci étant, et nous disons qu'à partir de ce moment, eh bien, les officiers qui ont fait ce coup d'État-là mettent en jeu leurs responsabilités personnelles et individuelles dans ce qui va se passer. On a vu que depuis cet événement-là, on a comme partout au Burkina des charognards attirés par l'odeur du sang frais de la charogne. Donc, faire un consensus, et c'est très bien pour la démocratie, mais si on permet à ça, parce que quel est le critère aujourd'hui entre quelqu'un qui veut faire ci, qui veut faire ça? On ne peut pas savoir a priori. Donc, le risque, c'est quoi? Il va être intransigeant. Alors, Maître Kam, je ne vous coupe pas. Je reviens sur une des phrases du colonel Damiba, du lieutenant-colonel Damiba. Il veut une contribution sincère et désintéressée. Est-ce que cela ne répond pas à votre préoccupation, en quelque sorte? Cela répond parfaitement à ma préoccupation. Mais ce que j'ai dit, c'est que cette contribution sincère et désintéressée là, il faut faire très attention parce que ce n'est pas au milieu de la transition qu'il faut aller se rendre compte que les contributions proposées n'étaient pas sincères et désintéressées parce qu'on ne va pas faire de marche arrière, on ne va pas faire de retour. C'est pour dire que oui pour le consensus, oui pour l'inclusivité, mais encore engagé pour la responsabilité du MPRS. Parce qu'au finish, c'est eux qui vont être jugés à la fin de la transition. Est-ce que ça a réussi ou pas? C'est eux qui seront jugés. Alors, je note que cette adresse à la nation survient à la veille d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le président du MPSR qui a appelé la communauté internationale ainsi que les partenaires du Burkina à accompagner le pays. Il dit comprendre les doutes légitimes. Est-ce que ce n'est pas une sorte de se protéger d'éventuelles sanctions? Monsieur Tassambedo. Non, je ne crois pas. Et il manifeste sa bonne foi aux partenaires, qui doivent rester des partenaires, comme on le disait tantôt. Il dit, nous sommes venus, et j'insiste sur ce que Maître a dit, il faut qu'ils soient responsables de ce qu'ils vont faire, jusqu'au bout. Il faut qu'ils évitent de trop consulter. Je veux être très clair là-dessus. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous sommes dans une situation d'exception. Point.
Il ne faut pas mélanger l'exception à la politique politicienne parfois. On va perdre trop de temps. Donc, ils assument le groupuscule, ils assument ce qu'ils doivent faire pour la priorité de recouvrer l'intégrité territoriale. Donc, ils font appel à la communauté internationale. Nous ne voulons aller contre personne. Notre souci, vous le voyez tous. Vous ne nous aidez pas, nous prenons nos responsabilités pour essayer de faire revivre. Ils ont dit, le peuple a perdu confiance, doute, ainsi de suite. Et donc, nous voulons votre accompagnement. Donc, a priori, nous ne sommes pas des adversaires. Ce n'est pas une façon de se protéger. C'est une façon de rappeler nos engagements. Et ils sont allés un peu plus loin en disant que même l'indépendance de la justice sera conservée, ainsi de suite, les droits de l'homme seront respectés. Donc, a priori, on veut sauver notre peuple. Moi, je me permets de dire ça. Il faut sauver le pays. Aujourd'hui, c'est tout. Nous sommes en train de crever. Et il dit à la communauté internationale, nous voulons votre aide, votre partenariat. Bon, à eux maintenant de réagir. On verra comment ils vont réagir. Sinon, il est clair. Quelle pourrait être la marche à suivre de la CEDEAO? Écoutez, déjà, il y a un élément fondamental qui est là. C'est que je pense que c'est une des rares fois, hein, parce que moi, j'avoue que j'ai été surpris, n'est-ce pas, de voir que ce coup d'État est intervenu et que toute la classe politique, même le régime déchu, a accepté le coup d'État et s'est engagé dans la responsabilité à trouver des voies pour le pays. À partir de ce moment, il y a comme une sorte de consensus sur le fait qu'on est d'accord qu'il faut repartir sur des nouvelles bases pour la refondation. À partir de ce moment, quelle peut être la posture des institutions régionales et internationales? Est-ce que dans un pays où une situation comme ça se présente et que toute la classe politique et sociale est prête à l'intérieur pour s'engager à sortir de cette difficulté, est-ce que la classe politique peut accompagner, peut faire autre chose que d'accompagner? On verra ce que la CEDEAO va dire. Mais ça sera alors, à mon avis, une sanction contre le Burkina Faso, contre le peuple burkinabé, contre la classe politique burkinabé et non contre le MPRS, dans la mesure où finalement on a l'impression, en tout cas en lisant les déclarations de toute la classe politique, qu'au Burkina Faso aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour repartir sur de nouvelles bases à partir de cela. Est-ce que, vu ce qui s'est passé au Mali, la CEDEAO pourrait être prudente en voulant appliquer de telles sanctions? Alors, elle doit être prudente parce qu'elle avait d'ailleurs été prudente avec les putschistes maliens. Je pense que le divorce est venu avec le Mali lorsqu'il y a eu déjà un coup d'État dans le coup d'État et qu'après, ce divorce a été consommé quand les putschistes sont venus proposer une transition de 5 ans alors qu'ils ont déjà fait 18 ans. 18 mois. 18 mois. Moi, on dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué, mais j'ose espérer qu'avec ce qu'on a vu dans ce premier discours, les engagements pris dans ce premier discours, que ces jeunes officiers-là n'aient pas compris qu'on ne peut pas faire une transition éternelle. Et 5 ans, c'est une transition éternelle. Alors, ils l'ont clairement mentionné, en l'occurrence, le lieutenant-colonel Damiba, qui dit qu'ils vont œuvrer à un retour à une vie constitutionnelle normale. C'est d'ailleurs un engagement qu'il a pris. Alors, Claude Tassambedo, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut voir le maçon au pied du mur? Oui, a priori, mais vous voyez... il l'a dit, et ils l'ont dit dès le départ, et quand il s'exprimait, il disait, voilà, quand tout sera rétabli, quand tout sera rétabli, c'est dans quand tout sera rétabli qu'il faudra un peu plus de précision. Alors à ce niveau aussi, il y a...
Il y a une zone d'ombre. Quand tout sera rétabli, c'est quand? Quand tout sera rétabli, c'est quand? Voilà, on peut en discuter. Mais j'estime qu'a priori, s'ils ont pris la décision de faire le putsch, ils ont un plan qu'ils ne dévoilent pas d'abord. Moi, je fais confiance a priori aux aux militaires. Ce sont des personnes bien organisées, qui ont un schéma d'action et qui, je pense, a priori, ont un plan. Maintenant, ils arrivent dans un contexte et comme on sait que les politiciens véreux sont toujours là, ils vont tourner autour. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 2-3 mois sans infester le secteur parce qu'ils n'ont pas d'activité autre que cela. Ils marchent à pas feutrés avec un peu de prudence, mais je pense qu'ils ont un chronogramme qu'ils vont très bientôt faire connaître. De mon point de vue, ils ne sont pas venus comme ça tête en l'air. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils aillent rapidement. Et franchement, qu'ils laissent... Oui, moi je prends l'engagement de le dire. Il y a des gens dont la contribution ne servira à rien du tout. Il faut le dire, rien du tout. Sinon... Vous semblez avoir ciblé des personnes. Non, je le dis franchement, et je le dis, et c'était mon engagement en tant que candidat indépendant, je l'ai dit antérieurement, leur contribution ne servira à rien du tout. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et je voudrais qu'ils aillent rapidement sur les objectifs essentiels qu'ils ont eux-mêmes déclinés. Et comme tout le monde dit, nous sommes tous consensuellement presque d'accord sur ça. Restaurer l'intégrité, dégager tout ce qu'il y a comme charogne et tout ceci-là, et puis mettre en place un comité restreint. Vous voyez, les gens commencent à proposer beaucoup de choses. Tout ça, c'est pour s'insérer dans des systèmes qui ne servent à rien. On a déjà trop. Tout, au lieu de faire tout ça, je pense que ils prendraient le temps et l'argent pour mettre à la disposition des soldats qui en ont besoin aujourd'hui pour aller au front et éventuellement de restaurer, comme il l'a dit, certains segments de la nation qui ont été trop abîmés par le comportement des responsables. Alors, Maître Kam, le retour à l'ordre constitutionnel quand tous ces différents défis seront réglés, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors déjà, avant de répondre à la question, madame, permettez-moi de faire une observation. Parce que moi, j'entends les militaires, ils sont organisés, Non. On a vu des militaires dans ce pays qui ont fait tout ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà. Donc, on ne va pas dire que, oui, c'est parce qu'ils sont militaires, donc ça sera comme ça. On a vu des expériences très malheureuses dans ce pays-là. Moi, je compte sur la qualité intrinsèque de personnes. Parce que dans les patriotes au Burkina Faso, on en trouve chez les civils, on en trouve chez les militaires. Les gens, les anti-valeurs au Burkina Faso, on en trouve chez les civils, on en trouve chez les militaires. Et tout notre souhait, tout notre espoir, c'est que dans ce groupe de jeunes officiers-là, il ne se trouve pas d'anti-valeurs. Ceci étant, c'est vrai que j'ai sursauté un peu quand j'ai entendu que le lieutenant-colonel Damiba s'engage, n'est-ce pas, à une vie, au retour à une vie constitutionnelle lorsque tout sera réglé. Mais j'ai l'impression d'avoir entendu dans les délais que nous aurons ensemble établis. Ce qui veut dire qu'il y aura une première étape qui sera de fixer la durée de la transition. Et dans cette durée de la transition-là, il faut régler ce qu'il y a à régler. Et puis donc, on va à une vie constitutionnelle normale. Ce n'est pas, je m'engage au retour à une vie constitutionnelle normale quand tout sera réglé. On sait que tout ne sera jamais réglé dans ce pays. Voilà, autant que nous sommes, il n'y a pas un pays dans le monde où tout est réglé de toute façon. Voilà. Alors très rapidement, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition spéciale. J'aimerais vous entendre sur le modèle de transition à mettre en place. Vous avez tantôt évoqué ces différentes propositions de schéma de transition. D'aucuns parlent de président de transition militaire soutenu par un premier ministre civil dont les pouvoirs seront renforcés. Quel est votre avis sur ce point ? Qu'est-ce que vous proposez? A priori,
a priori, tout ça, et c'est là je rejoins un peu la nuance de maître. Je pense que il faut peu de monde, il faut peu de structures dans ce qui va se faire. Je vois, avec l'expérience passée, il ne sert à rien de vouloir monter des schémas qui vont peut-être, excusez-moi les termes, un peu des schémas bâtards, qui vont vouloir prendre en compte un mécanisme démocratique dans la forme et un autre schéma d'exception. Donc, à donner des calculs civils ou militaires, ceci, cela, non. Et je pense qu'il faut chercher des hommes de qualité, des patriotes, des hommes sincères, qu'ils soient militaires ou civils, pour occuper ces fonctions majeures. Président, Premier ministre et tous les ministres. Ça compte, hein, parce qu'à tous ces niveaux-là, il faut des personnes qui n'ont pas d'antivaleurs, qui sont des personnes intègres, qui répondent vraiment à l'esprit, la patrie ou la mort, qu'ils soient civils ou militaires. La répartition, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais c'est lorsqu'il va falloir mettre en place ces autres structures que je trouve que ça ne servira à rien. On a vu par le passé des expériences, un groupuscule venu à la tête, c'était sous la Révolution, il prenait des décisions rapides et efficaces dans le cercle restreint, et puis on avançait, même dans une gouvernance convenable. Donc, a priori, il faut éviter les débats qui vont nous amener toutes sortes de structures inutiles. Voilà un peu, moi, ma vision des choses. Maître Guy Avekam, votre opinion sur la question? Alors, moi j'ai dit, l'homme se nourrit toujours des expériences passées. Dieu merci, on a une expérience de 2014 qui doit nous permettre de construire, cette fois-ci, un schéma nouveau. Déjà, je pense que, bien entendu, la transition devra être conduite de façon mixte, je vais dire civilo-militaire. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, ces jeunes officiers ont la lourde responsabilité de mettre le pays sur les rails dans des délais raisonnables. À partir de ce moment, le schéma qu'on avait utilisé en 2014, qui avait consisté par exemple à dire oui, pour la majorité qui était devenue l'ex-CEFOP, vous avez X postes au gouvernement et les gens se promenaient avec leur CV pour entrer au gouvernement. Qu'est-ce que ça donne? C'est que ces officiers ne seront pas responsables de la qualité de leurs collaborateurs civils. Donc pour moi, s'il faut faire appel aux civils, ils doivent en avoir la responsabilité parce que c'est eux qui seront jugés. Donc il n'est pas question, en tout cas il ne sera pas bien, par expérience, de dire « Ok, à telle partie, donner telle personne, telle partie, donner telle personne ». Les gens vont envoyer des loups déguisés en agneaux et on ne saura pas s'en tenir. La deuxième observation qu'on peut faire sur ce point, c'est qu'effectivement, dans un contexte d'insécurité, il faut que l'architecture soit une architecture légère, qui ne soit pas budgétivore, mais qui permette au pays d'aller très vite. Parce que ne vous faites pas d'illusions. Après 2 mois d'état de grâce, les combats politiques vont commencer. Les gens vont penser à l'après-transition et ils vont tout mélanger. À partir de ce moment, c'est dans la construction de l'architecture qu'il faut prendre tout ça en compte, faire une architecture légère, mais qui, une fois encore, reste l'entière responsabilité à ceux qui sont là pour qu'au sortir de la transition, ou même en milieu, s'ils ne respectent pas leur engagement, que le peuple puisse dire à un certain moment, vous n'avez pas respecté votre engagement, on ne veut plus de vous, ou alors, merci, vous avez fait votre engagement dans les délais, alors vous rentrez au panthéon de l'histoire de notre pays. Merci, chers invités. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette actualité brûlante du moment au Burkina Faso. Merci à M. Claude-Aimé Tassambedo pour vos analyses et Guy Hervé Cam. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs des programmes de Burkina Info.